Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est vrai que ça fait un moment que nous n'avons pas produit d'analyse diffusée, etc. sur les thématiques du moment, sur les questions d'analyse prospective. Mais effectivement, il y avait des activités assez chronophages qui nous ont empêché peut-être de produire, enfin en tout cas d'enregistrer du moins, même si on continue toujours à produire, à écrire. Mais pour enregistrer, c'était un peu difficile. Mais en vérité, au-delà même des questions d'activité chronophage, avant de revenir justement avec des audios comme maintenant, j'attendais d'atteindre ce qu'on appelle en thermodynamique le point critique. Le point critique de quoi? Le point critique de ce régime, d'un régime en tout cas, qui pense que le pouvoir c'est une sinécure. Et donc, à mon avis, je pense que euh, nous avons déjà atteint ce point critique, ce point critique thermodynamique, ou du moins qu'on est très proche de ce point critique-là. Donc, du coup, les conditions sont réunies pour produire une analyse prospective pour savoir ce qui va se passer dans les 30, 35 ou 40, 45 jours à venir. Pourquoi est-ce que je voulais attendre d'atteindre ce point critique-là? C'est parce que justement, quand on atteint ce point critique-là, euh, il n'y a pas de possibilité de retour. Et surtout, quand on a atteint ce point critique-là, il n'y a plus de possibilité, en fait, enfin, il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus de possibilité pour le pouvoir d'avoir des solutions, on va dire, positives ou bien supportables. C'est-à-dire que chaque fois, c'est les pires qui peuvent se présenter, c'est le cas. Donc, on va essayer d'analyser de ce qui va se passer dans les 3, 4, 5, 6 semaines à venir au plus tard. Mais en vérité, ça sera beaucoup plus réduit que cela. Alors, vous savez, la méthodologie est toujours la même. Hein. On ne change pas une méthodologie qui marche bien et qui fonctionne. Une méthodologie qui est axée sur deux voies, deux accès. D'abord, il y a le fait de relever des certitudes relatives et les impacts probables qui sont liés. Et dans un deuxième temps, relever des incertitudes déterminantes avec leurs conséquences éventuelles. Donc le tout, c'est pour essayer de mitiger et d'avoir une analyse la plus proche de la réalité. Alors pour notre analyse prospective pour ce mois de mai, puisqu'il faut que nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2022, on va s'appuyer sur deux entrées. La première entrée concerne ce que j'ai appelé les fragilités, des fragilités structurelles mais qui sont aggravées par une conjoncture défavorable au pouvoir. Ces fragilités, ils sont au nombre de trois. Elles sont au nombre de trois. Une fragilité militaire, une fragilité financière et une fragilité macroéconomique. Alors, ce qui concerne la deuxième entrée, c'est ce que j'ai appelé les éléments déclencheurs. Il y a deux éléments déclencheurs qui vont nous aider dans notre analyse prospective. Premier élément déclencheur, c'est un élément qui est connu, qui est palpable, qui est prévisible, c'est la question du troisième mandat. Le troisième mandat, ce sera un élément déclencheur. On va expliquer un peu plus tard pourquoi est-ce que on considère cela comme un élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, lui, est beaucoup moins palpable, beaucoup moins compréhensible. C'est ce que le philosophe libano-américain appelle, Nassif Taleb, appelle le signe noir. Donc le signe noir, pour résumer de façon schématique, c'est un événement rare, pas prévu, imprévisible, vraiment extrêmement rare, qui se produit, mais dont les conséquences sont considérables pour l'histoire. Donc ça veut dire qu'il change considérablement, qu'il bouleverse l'histoire. Donc c'est un élément qui n'est pas prévu. Donc voilà, trois fragilités, deux éléments déclencheurs. Alors on va commencer directement pour ne pas perdre du temps, mettre le pied dans le plat, en commençant par les fragilités, notamment la première des fragilités qui est la fragilité militaire. On le sait, depuis février-mars 2021, la force de ce régime de Bangui, c'est le one on one. Donc, c'est-à-dire renforcer les capacités militaires, notamment en faisant venir plus de 2000 voire 3000 Wagner du fin fond du Caucase, de la Syrie et de la Libye, pour renforcer les capacités militaires, et avec un soutien évidemment aussi de mercenaires rwandais. Mais le contexte actuel a changé, parce que si on voit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, à la date du 21 mai 2022, on se rend compte que depuis 6 jours, il n'y a plus de PGA. Il n'y a plus de primes de déploiement. Il n'y a plus de fonds pour le carburant. Il n'y a plus
de fonds pour les munitions. Il n'y a plus de soutien logistique et d'effectifs de la part des Wagner. Situation complètement chaotique aujourd'hui au niveau des FDSI, Forces de défense et sécurité intérieure. En plus de cela, les troupes sont mal commandées. Elles sont mal commandées parce que les commandants, enfin les chefs de bataillon ou chefs de compagnie qui sont à la tête de ces unités de combat, ce sont des gens qui, il y a 3 ou 4 ans, étaient encore des sous-officiers. Des gens donc, qui n'ont pas eu suffisamment d'expérience dans la catégorie officier subalterne ou officier supérieur. Donc, en phase 2, il y a des gens qui ont passé 10, 15, voire même 20 ans en tant que chef d'unité, commandant de bataillon, commandant de compagnie, et qui ont suffisamment de bouteilles et d'expérience au niveau du feu, à opposer à ces jeunes officiers qui ont été promus à la va-vite, à la sauvette, au sein de nos FACA. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, complètement à l'opposé de ce qu'on a pu voir il y a un an de cela. Et la conséquence de cela, c'est que la coalition des patriotes s'en est rendu compte. Et on le voit ici et là, même si évidemment au niveau des médias officiels, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une recrudescence des théâtres d'opération, des combats dans l'arrière-pays, que ce soit dans la Vakaga, le Omomu, la Haute-Koto, la Basse-Koto, l'Ouam-Pende, la Waka, la Limpende, l'Ouam-Fafa, l'Ombela-Poko, enfin bref, un peu partout, on voit des zones rouges qui se signalent à cause des combats. Et ça, on peut le juger également à travers les rapports qui sont envoyés au ministère de l'administration du territoire, où les préfets et sous-préfets font des rapports qu'ils envoient à leur ministre de tutelle et qui parlent justement de ces accrochages-là. On le voit également à travers le mouvement des populations. Il y a des populations qui fuient en masse. Et ces fuites des populations, c'est simplement la marque qu'il y a des combats de plus en plus denses, de plus en plus dangereux. Et cette recrudescence, on le voit, a des conséquences justement pour nos FACA. Des FACA qui sont, comme je l'ai dit, qui sont mal commandés, mais également qui sont mal formés, et mal équipés, mal outillés. Et il y a un grand nombre de FACA qui sont blessés, certains qui sont morts au combat, comme les enfants soldats qui défraient la chronique. Il y a beaucoup de FACA qui sont portés disparus, et également des FACA qui ont été pris en otage. Et la réaction du chef d'état-major des armées, le général Zéphirin Mamadou, où justement il attaque les médias, il attaque les citoyens qui s'expriment dans la sphère des réseaux sociaux en disant que tout ce qu'ils disent c'est faux, qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas d'otage, que c'est faux. Ce qu'on raconte, c'est des histoires. Ce sont des histoires, même si les maires, même si les députés, même si les sous-préfets, même si les organisations des Nations Unies, même si les ONG nationales et internationales le relèvent, même si la MINUSCA dans ses rapports en parle, le général Zéphirin Mamadou dit que tout ceci est faux. Mais justement, en disant que c'est faux, il ne fait que confirmer le fait qu'effectivement, c'est la réalité. Et comme on l'a vu, il y a une recrudescence, bien sûr, des combats, mais il y a un changement. Je pense qu'on l'avait déjà signalé dans un audio précédent, enfin en tout cas dans des audios différents précédents, où on a vu que la coalition des patriotes pour le changement ont justement procédé à un changement dans leur stratégie. Alors au lieu de progresser en allant sur le terrain, en gagnant du terrain, en gagnant des villes, maintenant ils ont préféré adopter une stratégie d'attrition. Donc c'est-à-dire que ils vont s'employer à user, mais vraiment user jusqu'à la corde, les forces du trio FACA, Requin, Wagner. Ils vont user leurs forces et ils vont user également leurs réserves. Alors à ce niveau-là, dans cette guerre d'attrition ou guerre d'usure, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose-là sera déterminant. C'est-à-dire que dans 4 villes, on ne va pas nommer ces 4 villes-là, mais je pense que ceux qui ont un peu du jeu vont savoir de quelle ville on parle. Mais il y a 4 villes. Quand une de ces 4 villes sera attaquée, je dis bien attaquée, je ne parle pas d'être gagnée ou bien récupérée par la coalition des patriotes. Quand une de ces 4 villes ne sera qu'attaquée, ce qui va se produire, c'est que 2 semaines plus tard, Bangui va tomber. Ça, je veux dire, ça c'est mathématique, c'est même pas parce que je le souhaite ou quoi, c'est juste mathématique.
C'est-à-dire que quand une de ces 4 villes stratégiques vont tomber, ce qui va se passer, on va se retrouver dans la même situation que l'Afghanistan avec les talibans qui ont lancé leur dernière offensive qui a fait tomber le régime pro-américain. Et pourquoi est-ce qu'à l'époque, l'armée afghane, qui pourtant était suréquipée par l'OTAN, suréquipée par les États-Unis avec du matériel de première catégorie, avec une formation à la pointe, etc., pourquoi est-ce que l'armée afghane s'est effondrée sur elle-même? C'est parce que déjà, il y avait un niveau de corruption tellement élevé, il y avait le moral des troupes qui étaient vraiment dans les chaussettes, ce qui fait que les officiers supérieurs et subalternes, en fait, ont négocié avec les talibans pour dire, écoutez, nous savons que vous allez prendre le pays, nous, on veut sauver notre peau. Donc, ce qui va se passer, on va vous ouvrir le passage, on ne va pas combattre, on va donner consigne à nos hommes, même certains, de se rallier à vous, mais la seule condition qu'on vous demande, c'est de nous laisser en vie. Et c'est exactement ce qui va se passer. Quand une de ces 4 villes de province sera attaquée, ça sera le signal pour les officiers supérieurs. Ils vont comprendre qu'effectivement, là, ils ont définitivement perdu la partie. Ils ne peuvent plus gagner. Donc, chacun maintenant va chercher à sauver sa peau. Ils vont aller négocier avec la coalition des patriotes pour sauver leur peau. Et en l'espace de 15 jours, vous allez voir, la coalition des patriotes va se retrouver à Bangui. Sans combat, le pays va tomber. Le régime va tomber. Ça, je vous le dis, la garantie. Donc, suivez de près ce qui se passe actuellement en province, même si c'est vrai, Radio Centrafrique, Télévision Centrafrique n'en parle pas. Suivez de près. Ça, je vous garantis que c'est ce qui va se produire. Ça, c'est pour la première fragilité, qui est la fragilité militaire. Deuxième fragilité, c'est une fragilité financière. Alors, là, je donne la parole directement au ministre des Finances, Hervé Doba, qui nous le dit de façon ostensible, de façon audible, de façon crédible et de façon claire et limpide, que les caisses de l'État sont vides. Il n'y a plus d'argent. Parce que, premièrement, nous n'avons plus d'appui budgétaire, nous n'avons plus de facilité élargie de crédit, nous avons consommé une grande partie de notre budget pour l'année 2022, nous n'avons pas suffisamment de ressources propres, ne serait-ce que pour assurer le train de vie de l'État. Et, pire des pires, nous sommes maintenant entrés dans la période dans laquelle il faut rembourser les presque 2000 milliards du RCPCA. On nous a donné de l'argent, ce n'était pas un don, c'est qu'on devait faire des investissements qui devaient être rentables et justement la rentabilité devait nous permettre de rembourser ces bailleurs-là. Et là, on est dans cette période-là, il faut rembourser. Donc, clairement, les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent. Alors, le premier réflexe des gens, c'est de dire il n'y a plus d'argent, donc ça veut dire que on ne pourra pas payer les salaires des fonctionnaires, on ne pourra pas payer les pensions, on ne pourra pas payer les bourses des étudiants, etc., etc. Et par conséquent, ça va produire des mouvements sociaux, etc. Mais là, je vous arrête automatiquement. Touadéra a pris le soin de placer les chefs des syndicats les plus influents, soit au Conseil économique et social, dans des cabinets, dans des postes, etc. Il a fait avec les syndicalistes, avec certaines organisations de société civile, avec les leaders jeunes, avec les leaders femmes. Donc, de ce côté-là, il s'est assuré qu'il n'y aura pas de contestation de la part des grosses entités de la société civile, des syndicats, etc. Donc ça, c'est... Malheureusement, il a fait aux dépens des fanatiques du MCU. Parce que le MCU, c'est un parti politique qui fonctionne à la corruption, à l'argent. On est MCU non pas parce qu'on a une conviction dans le MCU, on est MCU parce qu'on a de l'argent. On donne de l'argent pour manifester, on donne de l'argent pour se déplacer, on donne de l'argent pour applaudir. Or, l'argent qu'il y avait, au lieu de le donner aux fanatiques, il a donné justement à ces entités-là parce qu'il avait tellement peur que ces entités-là puissent mobiliser, que les syndicats, que les jeunes, que les femmes puissent mobiliser. Donc, il a fait aux dépens du MCU maintenant, il y a la frustration. D'ailleurs, vous avez vu, quand Sarandi, qui est le secrétaire exécutif du MCU, a donné une consigne ferme en sa qualité de panne et de secrétaire exécutif, il a dit on se mobilise, nous, les militants du MCU, pour aller recevoir, accueillir le chef de l'État après sa tournée triomphale de 2 semaines en Corée du Sud, à Dubaï et à Bruxelles. Pas une seule section du MCU à Bangui ne s'est déplacée.
Pas une seule banderole du MCU 3e arrondissement, MCU 4e arrondissement, MCU 5e arrondissement, rien. Au point qu'ils ont été obligés d'aller chercher des enfants à l'école, des petits enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils ont laissé sous le soleil depuis 10 heures pour revenir accueillir le chef d'État parce qu'il n'y a pas d'argent pour mobiliser les adhérents, les membres, les sympathisants du MCU. Donc, l'argent qui était à l'époque destiné à la mobilisation des fanatiques du MCU a été utilisé pour acheter la paix civile, mais malheureusement, il a créé un chaos dans son propre camp. Donc, il n'y a plus d'argent. Le chef de l'État a essayé de contourner en faisant venir cette histoire de crypto-monnaie, Bitcoin. La raison pourquoi il a fait cela, c'est parce qu'aujourd'hui, il a comme on dit, excusez-moi l'expression, il a le feu aux fesses. Il a des dettes qu'il a contractées auprès de la mafia qui sont les Wagner. Il ne peut pas les payer. Donc, comme il ne peut pas les payer, il veut passer par la crypto-monnaie qui n'est pas contrôlée, passer par le dark web, donc qui est l'internet des criminels, cet internet où il n'y a pas de possibilité d'être tracé, pour récupérer de l'argent et pouvoir payer la dette aux Wagner. Parce que les Wagner, c'est des mafieux, et les mafieux ne respectent rien d'autre que l'argent. Vous avez beau être chef de l'État, député ou quoi, si vous ne respectez pas le contrat, on vous liquide. Donc actuellement, Touadéra a peur pour sa vie. Aux États-Unis, le président Kennedy avait été liquidé par la mafia. Donc Touadéra aussi peut être liquidé par la mafia russe de Saint-Pétersbourg qu'on appelle Wagner. Donc c'est pour ça qu'il a ouvert la boîte de Pandore qui est la crypto-monnaie. Mais là aussi, c'est une fuite en avant puisque la CEMAC en tout cas les institutions financières de la CEMAC, notamment la commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, qui est le gendarme des opérations bancaires de la sous-région, ainsi que la BEAC, donc la Banque des États d'Afrique centrale, ont réagi vigoureusement en disant qu'il est hors de question, que le Bitcoin ait cours légal en Centrafrique, puisque la monnaie de la RCA, c'est la monnaie de l'Union monétaire d'Afrique centrale, l'UMAC. Et donc, la Centrafrique ne peut pas prendre une décision unilatérale concernant la question de la circulation de la monnaie, puisque c'est le privilège exclusif de la BEAC, à travers l'article 21 de la Convention qui régit l'Union monétaire d'Afrique centrale. Donc, la COBAC, la BEAC sont inflexibles par rapport à cette question de la crypto-monnaie. Donc, Touadéra ne peut pas faire venir de l'argent sale, enfin, en tout cas, il est difficile de faire venir de l'argent sale pour payer les Wagner qui sont en train de lui mettre une pression d'enfer. Alors, face à cette situation d'inflexibilité de la BEAC et de la COBAC, Touadéra a deux possibilités. Première possibilité, il peut se dire, bon, là, je vais faire marche arrière. Parce que apparemment la pression est trop forte, je fais marche arrière. Ou alors, je fais marche arrière et puis je vais essayer de négocier avec l'Union européenne, les IFI, donc Institutions financières internationales, la Banque mondiale, BAD, etc., FMI, pour essayer de trouver un petit peu de liquidité pour donner ça au Wagner. Mais malheureusement pour lui, même ça va demander beaucoup de temps, c'est impossible. Donc il se dit non, je ne peux pas faire marche arrière. Et en plus, faire marche arrière, ça veut dire c'est donner raison un peu à l'opposition démocratique. C'est une défaite pour lui. C'est pas possible. Il ne peut pas accepter cela. Donc, il va s'entêter. Il va maintenir la question de la crypto-monnaie. Il ne va pas abroger cette loi-là. En tout cas, il ne va pas faire abroger cette loi. Il va s'entêter. Mais s'il s'entête, ce qu'il oublie, c'est que la COBAC, la BEAC, dispose d'outils de répression financière contre la RCA. Par exemple, même sans aller jusqu'à l'exclusion de la RCA de la zone franc CFA, on peut détacher, par exemple, les banques commerciales centrafricaines du marché bancaire de la sous-région. Donc, plus aucune banque RCA ne pourra travailler, ne pourra ni vendre, ni acheter, ni échanger, ni faire rien, quoi que ce soit dans la sous-région. Une catastrophe totale, effondrement de l'économie centrafricaine. Ils pourront le faire d'autant plus facilement que la RCA pèse moins de 2% dans l'économie de la CEMAC. Et ils le feront encore plus facilement que les 5 autres pays de la CEMAC sont des pays pétroliers. Ce sont des pays dont les devises proviennent essentiellement des hydrocarbures. Et on le sait, il y a un peu moins de 10 ans, il y a eu une crise du pétrole, chute du baril, a fait que
certains des pays de la zone CEMAC ont perdu jusqu'à 70 voire 80% de leurs réserves en dollars et en euros. Et ils sont en train de remonter la pente petit à petit et ils ne sont pas prêts d'accepter que la RCA, petit État économique qui fait moins de 2%, crée des conditions d'une crise systémique qui va bouleverser toute leur économie. Donc, mieux vaut isoler ce pays-là, qui pèse que 2%, plutôt que de prendre le risque de le laisser faire venir son argent sale à travers les bitcoins et autres crypto-monnaies qui vont déstabiliser l'économie de la sous-région alors qu'on avait déjà été déstabilisé à cause de la chute du dollar, du baril du pétrole. Donc, deuxième fragilité qui va vraiment peser lourd, et je le dis, si Toadera s'entête et que la BEAC et la COBAC soient inflexibles, il y aura un effondrement de l'économie parce que si la banque ne peut pas travailler, tous les opérateurs économiques ne pourront pas travailler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Toadera se met à dos tous les opérateurs économiques et qui dès lors comprendront que Toadera est le problème. Et dans ce cas, ils sont prêts à financer même une insurrection. Je ne parle pas forcément d'une insurrection armée, mais ça veut dire que dès qu'on annoncera opération casserole, opération ville morte, opération manifestation grève, les opérateurs économiques qui sont lésés vont financer. On l'a vu au Venezuela, ce sont les opérateurs lésés qui ont financé ces grands mouvements. On a vu des millions de personnes qui sont sorties à l'époque de Hugo Chavez et encore aujourd'hui à l'époque du président Maduro. Donc, deuxième fragilité, la fragilité financière. Troisième fragilité, c'est une fragilité qui a trait à la macroéconomie et plus précisément à la question de l'inflation. Vous avez tous vu comment le ministre de l'énergie, celui que j'appelle on appelle ça la carpe, tellement le type est muet, on ne connaît même pas le son de sa voix, il ne parle jamais, il ne sait pas parler, il n'a pas de charisme. Je crois qu'il a autant de charisme qu'un filet d'eau froide. Donc, il y a la semaine dernière, le ministre de l'énergie, Arthur Pérez, a été obligé de sortir de son mutisme pour s'exprimer sur la question de l'inflation. Parce qu'on se rappelle que quand les 7 et 8 mai, la COSIPAC a appelé à faire un concert de casseroles, les gens sont sortis massivement à cause de la question de l'inflation, des prix des produits de première nécessité, notamment la question de transport, la question donc de l'essence. Et bon, évidemment, il a sorti des explications alambiquées qui n'ont ni tête ni queue. Bon, en fait, ça n'a pas d'importance ce qu'il raconte, comment il explique ça, même si c'est du n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est qu'il a été obligé de sortir de son mutisme. Ça veut dire que cette sortie-là du bois montre que c'est une question qui est sérieuse, qui est prise au sérieux au sein du pouvoir de Bangui. Or, une partie de l'inflation dans laquelle nous nous trouvons a son origine dans la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Guerre d'ailleurs soutenue, guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie, soutenue par le régime de Bangui. Alors c'est quand même étonnant que vous soutenez une invasion qui produit des conséquences catastrophiques pour l'économie et vous plaignez de cela. Donc, comme je disais, une des raisons de l'inflation doit également être trouvée par rapport à la situation de guerre en Ukraine. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les plus grands spécialistes, en tout cas les plus avisés, disent que le pétrole peut monter jusqu'à 200 $ le baril. Ça veut dire que l'inflation va continuer. L'augmentation des prix va continuer. Or, Arthur Pérez n'a ni l'expérience, ni les compétences, ni l'intelligence pour pouvoir juguler cette explosion exponentielle de l'inflation RC. Il ne peut pas. Et s'il y a inflation, ça veut dire qu'il y a colère des consommateurs, il y a colère qu'on appelle ça, des opérateurs économiques. Enfin, voilà. C'est-à-dire c'est l'impasse. Ça, c'est une autre fragilité qui va mettre à mal le pouvoir de Bangui. Voilà pour les trois fragilités qu'on peut signaler qui vont nous aider justement à essayer de déterminer une prospective. Donc, à côté de ces trois fragilités, nous avons signalé qu'il y avait deux éléments déclencheurs. Le premier est connu, je l'ai dit, c'est la question du troisième mandat. Touadéra sait qu'aujourd'hui, il est piégé. Il a fait venir des criminels qu'on appelle Wagner. Il a créé des milices criminelles qu'on appelle les requins ou les Balaka pro-Touadéra qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes économiques. Et il sait qu'il ne peut pas échapper à la CPI.
Donc pour lui, la question du troisième mandat, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'il ne s'imagine pas dormir en prison à La Haye. La seule solution pour lui, c'est de rester au pouvoir, coûte que coûte, pour avoir la protection de l'immunité en tant que chef d'État. Donc, quoi qu'il arrive, il a obligation de faire en sorte que le changement de constitution lui ouvre la voie à un troisième mandat. Donc, quand il va annoncer cette proposition, le changement de troisième mandat sera annoncé, ce qui va se produire au niveau des militaires, ça sera un cadeau. Pas des militaires, mais de la coalition des patriotes, ce sera un cadeau pour eux. Ils vont dire, ah, c'est exactement ce dont on avait besoin. Parce que hier, on nous appelait rebelles, putschistes, etc. Mais aujourd'hui, nous avons une raison valable de nous opposer, même avec les armes, contre ce régime-là. Et ceux qui hier étaient contre la coalition des patriotes pour le changement, même sans être d'accord avec l'action armée, vont tout simplement détourner le visage à gauche quand l'action se passera à droite. Et si effectivement ils réussissent dans leur opération, alors il n'y aura pas d'applaudissements, mais on va dire non, bon d'accord, vous avez fait ça, mais vous l'avez destitué par la force des armes, mais on vous donne allez, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour revenir à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui va se passer. Personne ne va le pleurer. Personne ne va le pleurer parce qu'il aura mis en avant cette question de troisième mandat. Donc, ce sera du pain béni. Ce sera le meilleur argument pour la CPC. Deuxièmement, pour les institutions internationales financières, que ce soit de la sous-région ou bien des institutions de Bretton Woods, ça sera une confirmation que Touadéra n'est pas un homme raisonnable. Il est intelligent, mais il n'est pas raisonnable. Et qu'il s'entêtera, quoi qu'il arrive, non seulement par rapport à la crypto-monnaie, mais ensuite, en voulant se pérenniser, donc ça veut dire qu'il voudra faire de la République centrafricaine, non pas un no-man's land, mais le fief, le sanctuaire du crime organisé. Donc ça ne sera pas acceptable. Donc du coup, ils vont davantage mettre la pression, donc le fragiliser avec cette histoire de troisième mandat, ça ne passera pas. Et il ne peut pas trouver de solution avec cette histoire de troisième mandat. Et évidemment, tous les opérateurs économiques qui sentent que ce régime-là, qui n'arrive pas à juguler l'inflation, qui n'est pas raisonnable donc et qui provoque des sanctions qui sont subies par eux, les opérateurs économiques, ils vont dire bon, c'est encore mieux de se débarrasser de lui plutôt que de le subir encore un troisième mandat. Déjà, on a la première année de son second mandat, on n'en peut plus. Alors, imaginez un troisième mandat. Donc, avant cela, on avait 3 équations distinctes, à plusieurs inconnues chacune. Là, en annonçant cette histoire de troisième mandat, Touadéra transforme 3 équations distinctes à plusieurs inconnues on appelle ça, en un système d'équations multiples à plusieurs inconnues. Donc, ça veut dire qu'il va être obligé de résoudre en même temps plusieurs équations à plusieurs inconnues. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, c'est pas possible. Il n'a pas les moyens techniques de résoudre ces 3 fragilités en même temps. Ni les moyens techniques, ni les hommes, ni le temps, ni l'argent. Il n'a pas les capacités. Ça, c'est pour le premier déclencheur. Mais le premier déclencheur, c'est bien d'en parler, mais après, il faut essayer de voir dans le temps comment est-ce que ça pourrait s'agencer. Alors, comme on disait, Touadéra a obligation d'agir vite, parce que lui se dit, plus j'attends pour changer la constitution, plus la situation, plus la conjoncture sera défavorable. Et plus la situation est favorable, plus les choses se dégradent, plus les députés vont demander un paquet d'argent important. Donc plus ils vont donner un gourmand. Ils vont dire, écoutez, monsieur le président, actuellement, nous, on vous demande 10 millions pour pouvoir changer la constitution, chacun. Bon, mais demain, la situation économique va être épouvantable, sera dégradée. Ils vont dire, non, 10 millions, c'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire avec 10 millions? Non, nous, on demande 20 millions. Déjà, 10 millions, ça veut dire que Touadéra doit mobiliser 1 milliard. Il n'a pas 1 milliard. Il ne peut pas trouver 1 milliard aujourd'hui. Il se casse la tête pour trouver 1 milliard. Alors imaginez si demain on dit 20 millions. 20 millions, ça veut dire qu'il faut trouver 2 milliards pour 3 milliards. Impossible. Donc pour lui, c'est une question de Dieu et moi. Il faut qu'il le fasse maintenant. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que cette proposition de changement de constitution va se faire avant le mois de mai, avant la fin du mois de mai, ou bien dans la première quinzaine du mois de juin? Alors si ça se fait avant la fin du mois de mai, comptez maximum 2 semaines.
entre 10 et 15 jours pour la fin du régime Touadéra. Je m'explique. Quand la COSIPAC avait annoncé l'opération concert de casserole les 7 et 8 mai 2022, on a vu comment le régime était dans tous ses états. Mobiliser les FACA, les gendarmes, les policiers, les requins, les ceci, tout ça, les Koussimati, les Douneng, tous ces gens-là ont été mobilisés pour faire front à ces concerts de casserole. Ils ont dû mobiliser pour l'essence, le carburant, tous ces gens, les PGA, etc., environ 50 millions. À supposer que le chef d'État annonce qu'il y a une proposition de changement de constitution qui est sur la table de l'Assemblée nationale. Du coup, la COSIPAC, comme tous les gens, comme tous les acteurs de la société civile qui s'opposent au troisième mandat, ils ne feront pas un jour ou 2 jours de contrat de casserole, mais ils feront au moins une semaine, voire 2 semaines. Un jour, c'est 50 millions que Touadéra doit débourser pour pouvoir essayer de contrer. Une semaine, c'est 350 millions. En face, les gens n'ont rien à débourser. Ils ont juste à prendre une casserole, 2 casseroles et le taper dessus. C'est tout. Lui doit dépenser 350 millions pour une semaine. 350 millions. Imaginez-vous, hein. 700 millions, presque 1 milliard. Et encore, quand on va arriver au 3e ou 4e jour, il va se rendre compte qu'il faut davantage de moyens. Donc, ça sera 100 millions par jour qu'il doit débourser. C'est-à-dire qu'il va débourser 1 milliard, voire 2 milliards pour pouvoir empêcher le concert des casseroles qui vont le chasser. Donc, quand il va annoncer cette histoire de troisième mandat, quand ça va être déposé à l'Assemblée, je peux vous garantir que le jour où c'est officiel, comptez 15 jours pour que ce régime tombe. Parce que juste avec les casseroles, il va craquer. Deuxième élément déclencheur qu'on a signalé, c'est ce que le philosophe libano-américain appelle le signe noir, donc l'événement improbable qui se produit mais qui bouleverse tout. Cet événement improbable, on peut donner l'exemple de la Tunisie, sous le président Ben Ali, Zine Abidine Ben Ali, qui en 2010 a dû subir un événement qu'on appelle signe noir à travers le jeune Tunisien qui s'appelle Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi, c'était un vendeur ambulant. Il vendait des tomates, des carottes, des pommes, etc. Mais chaque fois, il se faisait embêter par les autorités policières qui lui confisquaient ses biens, qui lui demandaient des pots de vin, mais il n'avait pas les moyens. Et puis un jour, il n'a pas supporté non seulement qu'on confisque ses biens, qu'on lui demande de l'argent, mais en plus qu'il se fasse gifler. Il a dit, bon, mais déjà, si je ne peux même pas arriver à vendre des pommes pour me nourrir, ça sert plus à rien que je vive. Il a pris de l'essence, il s'est versé dessus, une allumette, il s'est immolé. À la suite de cette action, c'est vrai que c'est absolument récurrent, mais qui peut paraître anodine, ça a créé des rébellions dans la ville de Sidi Bouzid, qui est une province de Tunisie, et qui s'est répandue dans toute la Tunisie. Et quelques mois plus tard, 2 mois après, Ben Ali était à terre, était chassé de la Tunisie. Donc c'est un événement qui n'était pas prévu, qui paraît anodin, et voilà comment il a été chassé. Vu la tension actuelle dans le pays, avec les 3 fragilités que j'ai soulignées, on n'est pas à l'abri d'un geste. C'est-à-dire que l'arrestation qu'il ne fallait pas faire, la personne qu'il ne fallait pas blesser, la personne qu'il ne fallait pas tuer, la personne qu'il ne fallait pas renverser. Il faut juste quelque chose comme ça qui va être un déclencheur et qui va accélérer justement la chute de ce régime. Là, le pire des scénarios pour Touadéra, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'il annonce le 3e mandat, que c'est au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va essayer de discuter dessus. Et qu'en plus de cela, il y a un signe noir qui se produit et qui bouleverse la donne et qui accélère les choses. Donc, en résumé, pour finir par rapport à cette perspective, on peut dire que aujourd'hui, entre le 10 et le 30 juin, ce régime va disparaître. Au mieux,
si Touadéra arrive vraiment à jouer fort, il a vraiment la chance incroyable, ça veut dire que c'est la formule du régime qui va changer, mais lui va rester. Mais ses chances sont vraiment minces. Mais ou carrément le régime va disparaître parce que la conjoncture actuelle ne lui permet pas de s'en sortir. Alors, on va résumer rapidement pour terminer avec ce vocal-là. Premièrement, les acteurs, enfin pas premièrement, en tout cas, premiers acteurs qui vont être importants dans cette histoire d'affaires d'analyse productive, ce sont les membres de la coalition des patriotes. Comme on l'a dit, ils ont pris des armes en octobre, enfin ils avaient commencé en octobre 2020 à demander au pouvoir de mettre en place un dialogue politique inclusif avant d'aller aux élections. Ils ont fait confiance à la CEAC, à la CIRGL. Ils ont même stoppé leurs attaques en espérant que la CEAC et la CIRGL vont faire entendre raison à Touadéra pour qu'il y ait un dialogue politique inclusif afin qu'on trouve une solution pacifique, politique. Mais comme Touadéra s'est entêté et qu'il a fait le dialogue qu'il voulait faire sans les opposants, sans l'opposition armée, donc aujourd'hui, la coalition des patriotes n'a plus rien à attendre de Touadéra. Pour eux, aujourd'hui, la seule solution, il n'a pas 45 000, il n'y a qu'une seule solution, c'est militaire. Et comme en plus, Touadéra est en position de faiblesse, parce que l'armée n'a plus de PJA, l'armée n'a plus de soldes, l'armée n'a plus de munitions, l'armée n'est pas mieux commandée, l'armée n'a plus de carburant, enfin tout ça, ils sont en position de force. La stratégie d'attrition fonctionne, donc ils vont mettre le paquet, ils vont appuyer sur l'accélérateur. Quand ils vont appuyer sur l'accélérateur, le chef de l'État aura deux alternatives. La première alternative, c'est de dire, moi, je veux réactiver le moins à moins. Sauf qu'il n'a plus les moyens d'activer le moins à moins. Et s'il veut riposter, ce qui va se passer, c'est qu'il va multiplier les pertes en vie humaine au niveau de nos FACA. Multiplication des pertes, otages, blessés, morts, disparus, ça va multiplier les désertions et ça va multiplier les ralliements officiels ou officieux à la coalition des patriotes. Donc là, s'il fait ça, il va créer les conditions pour une mutinerie contre lui. Ou alors, face à l'attaque, à la montée en puissance de la coalition des patriotes pour le changement, il peut se dire, bon, j'ai pas les moyens de riposter, j'ai plus les moyens du moins à moins, je vais juste rester comme ça et on va voir comment les choses vont se passer. Mais s'il fait ça, le message qu'il envoie à la coalition, c'est de dire, j'ai plus les moyens, je peux pas vous riposter, je peux pas vous tenir tête, je suis coincé. Et là, c'est un boulevard qu'il leur offre. Donc, il va chuter. Dans un cas, il va chuter rapidement. Dans un cas, il va chuter lentement, mais dans les deux cas, il chute. Deuxième acteur important qui va faire que ce régime-là sera en très grande difficulté et va disparaître entre le 10 juin et le 30 juin, ce sont les institutions financières de la sous-région, donc de la CEMAC, notamment la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, et la BEAC. Comme je l'ai dit, ces institutions financières sous-régionales seront inflexibles sur la question de la crypto-monnaie, la question du Bitcoin. Au niveau de la CEMAC, ils vont tout faire pour que Touadéra cède. Donc, ils vont lui dire, tu arrêtes avec cette histoire de crypto-monnaie. S'il refuse, s'ils sont tête, parce qu'il y a deux solutions. Soit ils sont tête, il dit non, moi je ne peux pas, parce que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de l'argent sale pour pouvoir payer les Wagner. Si je ne les paye pas, ils me tuent. Et si j'ai pas d'argent pour payer les gens du MCU, ils ne pourront pas me défendre le projet de troisième mandat. Parce que j'ai besoin des militants. C'est vrai que j'ai réussi à neutraliser certains opposants, certains sociétés civiles, certains syndicats. Mais maintenant, c'est ma base qui est fâchée parce que je ne devrais pas donner à manger. Et il me faut de l'argent. Que ce soit l'argent sale ou l'argent quoi, moi j'ai besoin de l'argent. Donc moi je m'entête, je continue avec cette histoire de crypto-monnaie. S'ils sont tête, la réponse de la sous-région sera cinglante. C'est-à-dire qu'on va déconnecter les banques commerciales de la RCA, du système interbancaire de la COBAC, donc de l'Union monétaire d'Afrique centrale de l'UMAC. Et là, ça sera l'effondrement en une journée de l'économie centrafricaine. L'effondrement. Effondrement total. Donc, effondrement, ça veut dire que les acteurs et opérateurs économiques vont se coaliser pour le chasser.
Ça, je peux vous garantir qu'ils vont payer des gens pour que les gens se soulèvent contre lui. Ça, c'est au cas où ils s'entêtent. S'ils ne s'entêtent pas, il se dit, bon, je recule parce que là, c'est pas possible. Et je vais trouver une autre solution pour pouvoir payer les Wagner. Mais une solution dans les médias, c'est pas possible. Parce que déjà, les institutions financières internationales lui demandent de justifier l'argent qu'il a utilisé. Comment il a dépensé ces 2000 milliards du RCPCA? Il faut qu'il justifie. Il ne peut pas. Les facilités de crédit qu'on lui a données, il faut qu'il justifie. Il ne peut pas. Donc, il faut encore des négociations. Et les Wagner n'ont pas le temps des négociations. Donc, dans un cas, s'ils s'entêtent, l'effondrement de l'économie, on va le chasser par la force de la rue, financé par les opérateurs économiques. Dans l'autre cas, si il fait marche arrière, ça sera une défaite pour lui. Et par contre, dans ce cas, ce n'est pas la rue, mais ce sont les Wagner qui vont lui faire la peau. Dans le cas, vous avez vu qu'il va chuter. Il chute de mort violente. De l'autre cas, il pourra s'échapper, mais voilà, ce sera la fin de son régime. Troisième acteur important, et là c'est pareil, je veux dire, au niveau du timing, entre le 10 juin et le 30 juin. C'est le même timing. Enfin, comme je disais, troisième acteur, ce que j'appelle moi l'opposition civile. Dans l'opposition civile, j'ai inclus bien sûr l'opposition démocratique politique. Certaines entités de la société civile qui sont restées radicalement opposées à un régime de Bangui. J'ai inclus également les mouvements citoyens du type CDS du professeur Akandi. J'ai inclus également les opérateurs économiques, évidemment, qui ont été fouillés, etc. Et ceux-là vont continuer à mettre la pression. C'est-à-dire que à partir du 28 mai, puisque c'est la date qui a été donnée, à partir du 28 mai, vous allez voir des recrudescences, des opérations casseroles. Et comme je l'ai dit, vu la conjoncture, vu les trois fragilités que nous avons citées, ces entités de l'opposition civile vont faire en sorte que les concerts de casseroles soient les plus longs possibles. Parce que comme on l'a dit, une semaine, Touadéra doit dépenser 350 millions pour essayer de contrer. 2 semaines, il doit dépenser 1 milliard. Donc eux, ils ont intérêt à justement à multiplier ces concerts de casseroles, à dénoncer, etc. Alors face à cela, Touadéra aura deux options. Première option, c'est de réagir. Voilà, moi je ne peux pas, même s'il faut que je vide toutes les caisses de mes comptes bancaires pour bloquer ça afin que je reste au pouvoir, il va le faire. Mais en faisant cela, il crée les conditions pour créer ce qu'on appelle le signe noir. Donc l'événement improbable qui se produit et qui va bouleverser le reste de l'histoire. S'il réagit, c'est ce qui va se produire. Fatalement, parce qu'il va créer les conditions. Mais s'il ne réagit pas, dans ce cas, il crée un boulevard pour cette opposition civile de dire voilà, le gars n'a plus les moyens, donc on va monter crescendo et en l'espace de une semaine, Touadéra peut chuter, son régime peut chuter. Donc à partir du 28 mai, comptez 10 jours, à maximum 15 jours. Donc ça veut dire qu'on va arriver autour du 10 juin, il n'y aura plus de régime Touadéra. Donc en résumé, vous voyez que on arrive actuellement dans le point critique. Toutes les solutions qui sont à Touadéra, c'est ou bien il chute tout de suite, ou bien il chute dans tout de suite plus une seconde. C'est le seul choix qui vous reste. Donc voilà à peu près la perspective. Donc nous, on reste alerte. Comme on l'a dit, on voit un peu l'évolution des événements en province. On va voir une des 4 villes en question là. Donc on n'a pas cité les noms. On va voir la réaction de la COBAC et la réaction de Touadéra lui-même. On va voir également, comment on appelle cela, la réaction des institutions financières internationales. Et on va voir maintenant le timing aussi de l'annonce de la question du troisième mandat. Donc on va observer tout cela et puis on va essayer de voir si effectivement, entre le 10 juin et le 30 juin, les choses vont s'accélérer. Donc pour moi, je pense que avec peut-être une marge d'erreur peut-être de 10 jours, c'est terminé. Donc là, clairement, c'est terminé. Donc nous, aujourd'hui, on reste dans notre trou et on regarde des choses. Parce qu'il n'a plus de possibilité aujourd'hui pour s'en sortir. Voilà, je vous remercie.